Bon, j'avais commencé à tourner ma vidéo sans langue de bois, j'ai Gaston qui m'a appelé pour me demander ma visseuse, ma mère qui m'appelle après. Du coup, j'ai supprimé le fichier, c'est bon, je recommence. De toute façon, j'avais seulement débuté. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Vous avez vu, j'ai réparé mon micro. Un Riesland, c'est fait. Voilà. Et j'ai resserré ça aussi. Du coup, ça tient nickel. Du coup, oui, vidéo sans langue de bois. Vous pensez bien qu'avec l'actualité politique actuelle... l'actualité politique actuelle, putain, vache, c'est une répétition quand même. De nombreuses personnes m'ont demandé mon avis et de prendre la parole vis-à-vis du conflit israélo-iranien qui se déroule maintenant depuis très longtemps, mais qui s'est intensifié avec les frappes d'Israël vendredi dernier sur l'Iran. Et du coup, bah, je vais vous donner un peu mon opinion, comme on me l'a demandé. Alors encore une fois, hein, cette opinion n'a absolument aucune valeur de vérité ou quoi que ce soit, c'est simplement mon opinion à moi avec mes maigres connaissances politiques et tout. Alors je vous avoue que depuis vendredi, je suis connecté à de nombreux canaux canaux Telegram du coup qui diffusent des deux côtés, hein. Encore une fois, c'est comme avec l'Ukraine et la Russie, j'écoute les deux côtés parce qu'il faut vraiment savoir qu'en temps de guerre, en temps de conflit, il y a toujours beaucoup de propagande, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont dites à droite et à gauche. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien avoir plusieurs versions des faits, d'avoir tous les côtés. Voilà, pour essayer de faire le tri, essayer d'avoir peut-être une idée un peu plus globale que ciblée d'un côté ou de l'autre. Donc vendredi dernier, Israël a décidé de frapper l'Iran par prévention. Il les avait avertis que l'Iran, s'il continuait à essayer d'obtenir la bombe nucléaire, donc comment ça fonctionne? Tout simplement, l'Iran, au travers de ses recherches pour le nucléaire civil, en profiterait. Mais encore une fois, c'est du conditionnel, parce que quand on voit ce qui s'est passé en Irak avec Bachar Assad, avec Saddam Hussein, soi-disant des armes de destruction massive qui n'existaient finalement visiblement pas, l'Iran essaierait d'enrichir son uranium pour obtenir un enrichissement à 90% qui correspondrait du coup à une utilisation nucléaire militaire. Donc ça fait maintenant de nombreuses années qu'on entend parler de l'Iran et d'Israël et des États-Unis et de la communauté internationale qui veulent signer avec l'Iran des traités qui interdiraient à l'Iran d'obtenir la bombe nucléaire. Donc vendredi dernier, Israël a décidé de frapper l'Iran, frapper ses bases militaires, frapper ses usines nucléaires, etc. pour mettre à mal et détruire du coup l'évolution de recherche de technologie, etc. pour les empêcher d'obtenir l'ogive nucléaire ou la capacité de fabriquer des bombes nucléaires. On m'a demandé de m'exprimer cette opinion. Alors moi, depuis vendredi, je suis, comme je vous dis, l'actualité. Je suis partout, hein, sur des canaux Telegram, sur les forums, etc. J'essaie de me renseigner un petit peu, de comprendre un peu le pourquoi du comment, avant de donner mon opinion. Mon opinion, c'est que déjà, le monde va très très mal. On est vraiment dans une situation que beaucoup parlent de troisième guerre mondiale, etc. Non, on n'est pas en situation de troisième guerre mondiale. Je dirais plus qu'on est en situation de guerre froide. J'ai beaucoup étudié la guerre froide à l'école, comme tout le monde, hein. On a tous étudié la guerre froide, avec le rideau de fer, la crise des missiles de Cuba, les gouvernements successifs de l'URSS, des États-Unis, etc., etc. Voilà. Mais là, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui que nous sommes dans une guerre froide. C'est qu'on a deux blocs qui s'opposent. On a le bloc du coup américano-européen, donc les États-Unis, la France, les pays de l'Union européenne, et le bloc après plus du coup asiatique oriental, où nous avons du coup la Chine, nous avons la Corée du Nord, la Russie, l'Iran, la Syrie, etc. Bon, la Syrie là pour l'instant la Syrie est entre les mains de soi-disant Daesh modéré, l'État islamique modéré, mais ça encore une fois ça me fait un petit peu rire parce que selon si ça arrange ou pas certains pays, c'est modéré, c'est pas modéré, hein. Donc ça, c'est la politique de toute façon, et la géopolitique, c'est toute une affaire de point de vue, c'est une affaire de subjectivité, une affaire de mots bien choisis. Et encore une fois, même moi dans cette vidéo, je choisis bien les mots quand je dis le conflit israélo-iranien, parce qu'Israël a frappé le premier, et aujourd'hui, l'Iran, si on écoute beaucoup de personnes, se défend de cette frappe contre Israël. Maintenant, j'ai quelque chose qui m'a un peu interpellé, là, que je regardais du coup, parce que je regarde aussi CNews, BFM, LCI et tout ça, même si je filtre beaucoup ce qui se dit. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est dit. C'est une personne sur, je crois, CNews, qui a dit, voilà, la situation de l'Iran aujourd'hui est similaire à la situation de l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale.
Ça veut dire un pays qui devient de plus en plus vindicatif, qui devient de plus en plus agressif et qui s'arme de plus en plus et qui du jour au lendemain pourrait décider d'envahir les pays voisins. Et ce que la communauté internationale n'a pas fait avec l'Allemagne devrait le faire avec l'Iran ainsi que d'autres pays aux alentours. Parce qu'on a du coup l'Iran, on a le Yémen aussi qui est très souvent bombardé, le Liban, voilà, tous ces pays un peu ennemis à Israël, et Israël derrière, du coup, avec les États-Unis et tout ça. Bon, la France prend beaucoup de précautions dans sa dénonciation des actes d'Israël, mais aussi beaucoup de précautions, ma mère qui est en train de m'appeler, tiens. Mais aussi beaucoup de précautions dans les mots choisis vis-à-vis de la condamnation d'Israël ou non de ces bombardements et tout ça. Mon opinion est qu'encore une fois, je le dis à chaque fois, je ne suis pas d'un côté ou d'un autre, je suis du côté du peuple. On a un pays, l'Iran, un pays extrêmement grand, hein, qui représente quand même, je crois, la taille de la France, même plus grand que la France, il me semble. 2 fois plus grand, l'Iran, là, que la France, avec 90 millions d'habitants, qui aujourd'hui se dit pourquoi je n'aurais pas le droit de m'armer nucléairement alors que d'autres pays le sont, ainsi que Israël. Alors Israël, officiellement, je crois qu'ils ont... Israël n'a pas l'arme nucléaire. Mais il me semble... Ah si. Il est présumé... Israël n'a pas officiellement d'armes nucléaires, mais il est présumé posséder un arsenal nucléaire considérable. Jusqu'à 300 ogives. Je crois que c'est l'équivalent de la France. Hein. Il me semble qu'en France, on a 300 ogives. Aux États-Unis, ils en ont genre 2-3 000. En Russie, 4 000 ou quelque chose comme ça. Après, chaque ogive nucléaire est différente. Hein. Il y a des petites ogives, des grosses ogives, etc. Bien sûr. Donc, on a ce pays, Israël, qui est déjà en conflit avec la Palestine, qui est en conflit avec le Liban, qui est en conflit avec beaucoup de monde, j'ai envie de dire, et qui aujourd'hui a décidé de frapper l'Iran de manière préventive. Donc après quelques jours de frappe, etc., ce que j'ai pu constater, en tout cas de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, etc., c'est qu'Israël est maintenant aujourd'hui en position un peu de... Pas de faiblesse, attention, hein. Ils ont un service de renseignement extrêmement sophistiqué. Ils ont réussi à abattre beaucoup de responsables, à assassiner beaucoup de responsables iraniens. D'ailleurs, là, juste à l'instant, ils viennent d'annoncer qu'ils avaient réussi à tuer le chef d'état-major iranien. Donc Israël a fait une belle percée, enfin belle... C'est la guerre. Hein. Ce que j'ai dit à Laura hier, j'ai dit les conventions de Genève, les machins, ça me fait un peu rire. La guerre, c'est la guerre, en fait. C'est horrible, c'est horrible. Donc, ils ont réussi à faire une bonne avancée et à détruire pas mal de choses. Mais preuve en est, c'est qu'après quelques jours de conflit, l'Iran arrive aussi à provoquer énormément de dégâts en Israël. Alors, est-ce que c'est des cibles civiles? On dit que l'Israël ne cible pas les civils en Iran, mais que l'Iran cible les civils en Israël. Israël est équipé de ce qu'on appelle le dôme de fer, c'est un système de protection anti-aérienne qui est extrêmement sophistiqué, mais qui aujourd'hui montre de gros signes de faiblesse, parce qu'avec 20 missiles, aujourd'hui, l'Iran a réussi à taper Tel Aviv. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fébrilité. Beaucoup, je pense, s'attendaient à ce que l'Iran lâche l'affaire et disent ouais c'est bon on arrête. Non, l'Iran réenchérit à chaque fois, à chaque frappe, et le conflit ne semble pas être sur le point de s'arrêter, même si les États-Unis commencent à montrer un peu les bras. Alors ça m'étonne de Trump parce que Trump n'est pas un va-t-en-guerre, contrairement au camp démocrate. Voilà, le camp républicain généralement ne lance pas tant de guerre que ça, à part avec Bush, et puis son père aussi avec l'Irak en 2003, en 1993, je sais plus. Bref, dans tous les cas, Trump disait qu'il n'était pas du tout pour la guerre, etc., et qu'il voulait pas provoquer de conflit ou rentrer. Et là, aujourd'hui, on voit que les États-Unis, sous pression d'Israël, commencent à positionner des bateaux, commencent à positionner des bombardiers, etc., qui seraient prêts à frapper l'Iran s'il le faut. C'est une escalade qui est quand même extrêmement dangereuse dans cette histoire. C'est une escalade qui quand même peut compromettre énormément la stabilité mondiale, il faut le dire, parce que voilà, l'Iran n'a pas énormément d'alliés. L'Iran a la Russie comme allié, mais la Russie est déjà occupée avec l'Ukraine. On voit vraiment que tout est en train de s'embraser. Moi, mon opinion est que vis-à-vis de l'arme nucléaire, est-ce que la communauté internationale est en droit d'interdire un pays d'évoluer suffisamment technologiquement pour obtenir une ogive nucléaire, comme la Corée du Nord et l'Iran par exemple? Est-ce que un pays dans le monde a le droit d'interdire à un autre d'obtenir ce système d'armement? Bien sûr qu'il est très inquiétant de savoir que des pays relativement chauds, relativement tendus comme la Corée du Nord, comme l'Iran, etc. puissent obtenir des armes nucléaires, mais il faut pas oublier que ceux qui ont lâché des armes nucléaires, c'était les États-Unis.
Et il faut pas oublier que le Vietnam, faut pas oublier que l'Indochine, faut pas oublier que tous ces conflits pendant la guerre froide émanent de pays occidentaux qui avaient l'arme nucléaire. Donc on peut pas dire que ce sont ces pays non dotés de l'arme nucléaire qui ont provoqué des conflits ou quoi que ce soit. Parfois oui, parfois non. Donc l'argument de dire non, on interdit à quelqu'un d'avoir l'arme nucléaire parce que c'est un pays belliqueux, je pense que tous les pays sont belliqueux du moment où ça touche à leurs intérêts personnels. Donc je ne sais pas, moi honnêtement, bien sûr que c'est inquiétant de savoir qu'un pays à tendance belliqueuse qui rechignerait moins que la Russie. Par exemple, on rappelle, hein, la Russie, depuis le début du conflit d'Ukraine, n'a jamais utilisé d'ogive nucléaire. Pourtant, tout le monde nous bassine avec ça sur BFM, machin. Ouais, Poutine va lâcher une bombe. Il a jamais lâché de bombe nucléaire. Donc oui, c'est inquiétant, mais d'un autre côté, je suis tout aussi inquiet que les États-Unis puissent s'en servir, que la France puisse s'en servir, et que n'importe quel pays puisse s'en servir. On rappelle quand même que les bombes normales, donc les missiles hypersoniques, les missiles de croisière, etc., c'est des armes du coup d'impact, et que les bombes nucléaires, c'est des armes de destruction. C'est des armes qui, une fois atteint leur cible, ne détruisent pas que leur cible, mais détruisent ce qu'il y a aux alentours, les habitations, les machins, etc. Vraiment, on est sur des capacités de frappe 10 000 fois plus importantes qu'un simple missile de plusieurs kilotonnes. Donc on est vraiment sur des armes de destruction massive, réelles cette fois-ci, et c'est très inquiétant. De toute façon, peu importe quel pays l'a entre les mains, ça reste très inquiétant. On a beaucoup qui disent oui, l'Iran, faut que son gouvernement y tombe, mais pourquoi, encore une fois, comme avec la Russie et Poutine, tout le monde disait il faut assassiner Poutine, mais pour remplacer par qui? Est-ce que ce sera pas quelqu'un de plus fou encore qui sera au pouvoir? On ne sait pas, c'est tellement, la politique est tellement compliqué à comprendre et tellement compliqué à prédire, à prévoir que c'est trop facile de dire si l'ayatollah d'Iran décède, quelqu'un reprendra le flambeau et ce sera quelqu'un de gentil. On ne sait pas comment ça va se passer. Aujourd'hui, tu regardes un peu la situation en Irak, à l'époque de Saddam Hussein. Alors attention, je dis pas que Saddam Hussein était un saint ou quoi que ce soit, absolument pas. Mais si tu regardes la situation de l'Irak à l'époque de Saddam Hussein et la situation d'Irak aujourd'hui après le conflit avec les États-Unis, l'Irak aujourd'hui est dans une situation bien plus catastrophique, avec beaucoup moins de liberté et tout, parce qu'ils sont aux mains du coup des terroristes islamiques, donc aux mains pas de Daesh, comment ils s'appellent je sais plus. Ceux qui sévissent en Afghanistan et en Irak, j'ai complètement oublié, aux mains des talibans. Voilà, excusez-moi, hein, je resitue un petit peu. Donc finalement, on arrive avec notre grande liberté, les pays occidentaux arrivent dans des pays comme la Libye, comme la Syrie, comme l'Irak, comme l'Afghanistan, à coup de grande liberté, à coup de grands missiles chargés de liberté, pour qu'au final on se rende compte que quelques dizaines d'années après, le gouvernement qui est maintenant en place n'est absolument pas un gouvernement fiable et que des groupes terroristes règnent en maître sur la situation et créent du coup Daesh. Daesh, il faut le dire, l'État islamique a été créé à la suite justement de ces révolutions en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, etc. Donc, aujourd'hui, on a un pays comme l'Iran, dirigé par du coup, je crois que c'est des chiites, donc une branche de l'islam. Mais encore une fois, c'est pas l'islam le problème, c'est les gens de pouvoir. Donc on a un pays qui est dirigé, une dictature, etc. On lui dit voilà, il faut pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est des fous, c'est des tarés dans leur tête, machin. Il faut qu'on les bombarde, il faut arrêter leur programme et tout ça par la force. Qu'est-ce qui va se passer après? Imaginons aujourd'hui les États-Unis rentrent en guerre avec l'Iran, soutiennent l'Israël et rentrent en guerre avec l'Iran. On va avoir du coup un conflit massif. Les États-Unis, on n'aurait pas trop de mal, je pense, à mettre à mal l'Iran, mais qu'est-ce qui va se passer après en Iran? L'Iran, est-ce que des groupes terroristes vont pas profiter de prendre le pouvoir en Iran, vont pas profiter pour récupérer les installations de recherche technologique en armes nucléaires et vont pas tout simplement tomber sur l'uranium enrichi à 90%, comme j'ai entendu hier qu'ils étaient à quelques mois d'obtenir de l'uranium à 90%, qui servirait du coup à créer des bombes nucléaires? Est-ce qu'on se retrouverait pas dans 5-10 ans avec des groupes armés terroristes comme l'État islamique et tout, avec des bombes nucléaires, eux prêts à les utiliser, tu vois? Parce qu'ils n'ont pas tant de pays que ça, en fait c'est un groupe, c'est pas un pays en soi, et que malgré le fait qu'ils se proclament aujourd'hui, par exemple une branche modérée de l'État islamique se proclame du coup à la tête de la Syrie,
On n'en sait rien s'il n'y a pas des objets nucléaires qui traînaient dans le coin, qui ont été récupérés, qui avaient été prêtés par la Russie ou quoi que ce soit. Donc au final, moi je trouve que cette guerre pour empêcher des pays d'avoir leur arme nucléaire, en fait c'est juste de l'esbrouf, et qu'au final, en fait, on sait très bien que les guerres favorisent l'industrie, favorisent l'économie. Que là où des gens meurent sous les bombes qui n'ont rien demandé à personne, je pense notamment aux civils en Iran et en Israël qui se prennent des bombes sur la gueule et tout, on parle de 20, 30, 40, 50, 100 morts, même si depuis hier Israël a décidé d'interdire toute publication de vidéos des frappes iraniennes, parce que à mon avis ça leur plaît pas de montrer au monde qu'ils se prennent des bombes sur la gueule, enfin qu'ils se prennent des missiles sur la gueule et tout ça, et que des gens meurent, qui n'ont rien demandé à personne, hein. Il y a de plus en plus d'habitants d'Israël qui essaient de fuir un peu le pays aussi, parce qu'on parle de l'Iran mais l'Israël aussi, il y a beaucoup de gens qui essaient de partir vers Chypre du coup par la mer, donc c'est très compliqué. Donc c'est une situation qui est très tendue. Beaucoup parlent de troisième guerre mondiale. Moi je pense plus qu'on est dans une guerre froide qu'un conflit direct, parce que voilà, il y a toujours ces histoires politiques. On voit, hein, ça parle beaucoup sur la Russie depuis des années, oui la Russie, mais on voit encore que on découvre qu'il y a des petits accords entre chaque pays qui sont faits, machin, voilà. Encore une fois, et ça c'est le mot de la fin, dans cette histoire de conflit entre plusieurs États, entre plusieurs pays, etc., ceux qui payent le prix, c'est encore une fois la population qui n'a rien demandé à personne, c'est les gens qui se promenaient dans la rue, qui se prennent un missile sur la gueule, que ce soit en Israël, en la bande de Gaza, en Palestine, que ça soit en Iran, que ça soit au Yémen, que ça soit en Crimée pendant des années avec l'Ukraine qui bombardait la Crimée, ou que ça soit la Russie quand elle a voulu prendre la Crimée, etc. En fait, encore une fois, dans cette histoire, c'est des millions, des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines et des millions de morts pendant les première et seconde guerre mondiale, qui n'ont absolument rien demandé à personne, et qui ont juste été balancés comme ça à la mort par des dirigeants et des gens qui sont juste là pour leur propre pouvoir, leur propre ego, leur propre décision. Voilà. Ce sera un peu le fin mot de l'histoire. Donc voilà mon opinion sur l'Iran et Israël. Je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre. Encore une fois, je suis pour les peuples opprimés, les peuples qui se prennent des bombes sur la gueule et qui n'ont rien demandé à personne, des peuples qui ont envie de vivre tranquillement. Je veux dire, en Israël, il y a des manifestations d'Israéliens qui demandent l'arrêt de tout, l'arrêt de ces conflits à droite à gauche. Netanyahou, on le rappelle, est quand même condamné pour crime de guerre, enfin, est quand même soupçonné de crime de guerre, est quand même longuement dénoncé. D'ailleurs, je vous conseille une très bonne vidéo sur YouTube à propos de Benjamin Netanyahou qui a été faite par un YouTuber, je ne sais plus comment il s'appelle, Netanyahou. Très très bonne vidéo que j'ai regardé l'autre jour qui retrace un peu le parcours de Netanyahou, et on voit que de ce que j'ai vu, c'est quand même quelqu'un qui profite de la situation et qui fait tout, absolument tout pour éviter d'être poursuivi pour ses décisions, etc. Non, j'arrive pas à retrouver le reportage. Ah, c'est dommage parce que je voulais bien vous donner la source, parce que j'ai trouvé le reportage. C'est un YouTuber qui fait beaucoup de vidéos sur les hommes politiques, et c'est vraiment très intéressant. Reportage. Alors, c'est qui? C'est Gaspard G, voilà. Le YouTuber Gaspard G, qui a fait une vidéo il y a 8 mois sur Benjamin Netanyahou, et je vous recommande d'aller la voir parce que je la trouve extrêmement intéressante sur le parcours justement du Premier ministre israélien qui prend des décisions en ce moment qui sont très compliquées. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Enfin, vous aura fait plaisir. On parle pas d'un sujet très gai, très intéressant, mais bon, j'ai voulu vraiment m'étendre le plus possible et vous donner mon opinion le plus éclairée possible. Mais encore une fois, c'est que mon opinion. Je suis pas là pour vous convaincre de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. On s'en fout complètement. Là, je suis là juste pour donner mon opinion sur toute cette situation mondiale qui craint quand même pas mal du pâté. Je vais pas vous mentir. Je suis pas inquiet parce que de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais on est vraiment dans une situation, moi, je trouve, de guerre froide. On est vraiment dans une situation de guerre froide avec deux blocs qui s'opposent, mais via des. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein, la guerre froide. C'est pourquoi on appelle ça la guerre froide. Tout simplement, c'est pas une guerre directe entre l'URSS et les États-Unis. C'est une guerre avec des terrains interposés. Voilà.